Je suis heureuse de vous retrouver après l'été. C'est l'occasion d'évoquer un domaine dont on parle peu, les mesures de protection juridique, la tutelle, la curatelle, les mesures de sauvegarde, le mandat de protection future. Nous allons en parler aujourd'hui avec mon invité, Thierry Rouziès, avocat au barreau de Paris. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Thierry Rouziès prête serment en 1999. Il devient avocat au barreau de Paris, mais en 2001, il décide de rejoindre comme responsable juridique de grandes sociétés américaines dans le numérique, puisqu'on parle de AOL, on parle de Yahoo. Et en 2010, il décide de revenir à la profession d'avocat, mais cette fois avec comme projet de s'investir dans l'humain. Un projet dans lequel il regrette qu'il y ait si peu d'avocats présents. Il décide de s'investir dans les mesures de protection juridique, tutelle, curatelle, les mandats de protection future. Il décide désormais que l'humain sera au cœur de son activité. Thierry Rouziès, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Vous avez un parcours étonnant. Vous avez été avocat, puis vous avez quitté la profession, puis vous êtes revenu à la profession et j'ai l'impression que vous y êtes maintenant de manière très pérenne. Tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocat? Alors, c'est une question qui est compliquée parce que l'envie de devenir avocat a mûri avec le temps. Donc c'est plutôt au départ, lorsque j'étais enfant, je vous mentirais si je vous disais qu'à l'âge de 4 ans, je voulais être avocat. En revanche, je voulais être instituteur. Peut-être en raison de ce que ça véhiculait comme principe, comme valeur, et puis aussi peut-être l'apparat. J'étais dans une école de province, donc on était encore dans les années 70 avec une école un petit peu à l'ancienne, vous savez, avec les hussards noirs, les blues et puis les estrades. Donc j'avais très envie de ça. J'avais très envie d'exercer ce métier, et puis au fil du temps, voilà, c'est un métier qui n'a pas évolué dans le sens que j'aurais souhaité et je me suis orienté vers les études de droit, aussi parce que j'en avais beaucoup entendu parler dans ma famille, j'avais des juristes dans ma famille. Vous faites vos études de droit où? Alors je fais mes études de droit à Orléans, avec l'envie quand même, toujours dans un petit coin de ma tête, d'être un jour avocat à Paris et de travailler à Paris. Sauf que lorsque vous faites des études de droit à Orléans, il y a une carte judiciaire qui s'applique et si vous passez le CFPA à Orléans, vous devez faire votre école d'avocat à Poitiers. Et donc j'ai décidé de partir à l'armée, puisqu'à mon époque on faisait encore l'armée. J'ai fait mon armée à Paris en me disant j'ai un pied dans la capitale et je vais essayer maintenant de trouver un stage dans un cabinet. Donc j'ai envoyé des demandes de stage, j'ai été accueilli par notre confrère Emmanuel Pierrat, qui a été voilà, une révélation pour moi, puisqu'il était jeune avocat à l'époque, mais avait déjà des clients assez prestigieux en propriété intellectuelle, etc. Il avait une jeune structure, donc il fallait travailler beaucoup. C'était très intensif, très intense et très éloigné de ce que j'avais pu apprendre dans mes études. Parce que finalement, on se rend compte le jour où on met le pied dans un cabinet d'avocat que tout ce qu'on a appris à l'université, certes c'est de la connaissance, c'est indispensable, mais c'est extrêmement éloigné de ce que l'on vit dans un cabinet, la vie du cabinet, les dossiers, les clients et finalement le management d'un cabinet. Donc c'est ce qui vous confirme dans la décision de prêter serment? Tout à fait, c'est-à-dire qu'à l'issue de 4 ou 5 mois de stage, je décide de passer le CFPA, que je passe à Orléans d'ailleurs, puisque j'étais inscrit là-bas. J'obtiens mon CFPA et Emmanuel Pierrat décide de me salarier l'année d'EFB et que j'ai passé donc en semi-salarié et semi-étudiant, ce qui m'a permis aussi de passer le concours de l'EFB dans des conditions idéales puisque j'avais une pratique au quotidien du cabinet d'avocat. Et donc ça a été pour moi une évidence de devenir avocat et en plus je devenais avocat à Paris. Donc vous êtes enthousiasmé de devenir avocat et pourtant, alors que vous prêtez serment en 1999, en 2001, vous quittez la profession. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'il y a une révolution qui est en train de surgir, c'est l'Internet. En 1999, ça fait déjà 2 ans à peu près que Internet est là dans ma vie. À Paris, on avait déjà du haut débit.
Et j'ai une révélation sur l'Internet, c'est que je découvre, grâce à un ami qui était geek à l'époque, qu'on peut télécharger du contenu illégal depuis son ordinateur. Donc en 1997, alors que j'allais tous les week-ends à la FNAC acheter des CD, je me retrouve en train de télécharger toute ma musique sur Napster. Ce n'est pas bien, ça. Alors ce n'est pas bien, mais quand on est juriste et qu'on est tout jeune avocat ou en devenir, on réalise qu'il y a un énorme sujet qui est en train de monter. C'est-à-dire que je ne revenais pas de pouvoir aussi rapidement pouvoir accéder à des contenus. Alors, c'était la musique à l'époque, les vidéos, etc., ça n'existait pas parce qu'on était encore sur des contenus qui étaient beaucoup trop lourds, mais c'est une révolution. Et je me dis, moi, en tant que juriste, il y a tout à faire. Parce que là, ce qui est en train d'arriver, ça va créer une véritable tsunami juridique. Et là, je me dis, il faut que j'aille au cœur de ce business. Donc, vous êtes en immersion pendant une dizaine d'années dans des grandes sociétés, puisqu'on parle de AOL et Yahoo. Et au bout de 10 ans, vous décidez de redevenir avocat, mais vous abandonnez cette spécialité. Alors, quel est le virage? Qu'est-ce qui conduit à changer radicalement de domaine d'activité? Alors, il y a deux raisons essentielles. La première raison, c'est que j'étais arrivé au bout de mon histoire avec l'Internet. Quand vous avez passé 10 ans à être au milieu, au cœur de ce qui se passait, 10 ans plus tard, il y avait un cadre législatif, on était sur des choses beaucoup plus récurrentes et beaucoup moins dans la construction juridique de ce domaine. Et puis les sociétés pour lesquelles j'ai travaillé n'existent plus aujourd'hui. C'est-à-dire que AOL comme Yahoo sont des sociétés qui sont devenues vieillissantes, qui ne sont pas du tout devenues aussi performantes que celles qui sont aujourd'hui en place. C'est quand même intéressant de voir qu'aujourd'hui, 20 ans plus tard, on est toujours dans un système américain, dominé par les États-Unis. C'est ce qui m'a conduit à cette bascule à un moment donné, c'est qu'au bout de 10 ans de relations avec les Américains, avec les filiales européennes, les Anglais, enfin tout ce monde international, j'en arrivais à ne plus du tout me retrouver et à ne plus savoir ce que je faisais. En fait, j'étais une sorte de maillon d'une chaîne très très longue. Je n'étais pas au début, j'étais plutôt au milieu et voire jamais à la fin, si le projet n'aboutissait pas ou s'il aboutissait. Finalement, on n'était même pas au courant si oui ou non un produit ou un service était lancé. Donc, avec une impression en plus d'être un passage obligé. Vous savez, les juristes, on est en fonction support dans une entreprise, donc on coûte de l'argent. On n'en rapporte pas, en fait. Donc, j'avais l'impression aussi d'être un peu mal aimé parce que les commerciaux venaient nous voir en disant « faut que mon contrat soit prêt hier ». On arrive avec toute notre liste d'obstacles et de dire « bah non, il faut changer ça parce que… » Et donc, on vous explique que vous faites perdre de l'argent à la société puisque vous en coûtez et que le commercial, lui, rapporte de l'argent. Et donc, la deuxième raison, parce que vous disiez il y a deux raisons principalement qui vous conduisent à revenir à la profession. La deuxième raison, c'est que je voulais justement reprendre mon métier d'avocat et redonner vraiment un sens à ce que je fais, c'est-à-dire faire mon métier du début à la fin avec un souhait de m'orienter vers l'humain. C'est-à-dire d'être un peu un avocat un peu artisanal, un peu à l'ancienne, c'est-à-dire l'avocat qui va défendre les plus vulnérables. Et donc, on en arrive aux mesures de protection juridique, tutelle, curatelle, mandat de protection future. Pourquoi cette activité-là précisément? Ça aurait pu être droit de la famille, le droit social, ce sont des domaines où l'humain est très présent. Mais pourquoi ce domaine dans lequel il y a peu d'avocats? Alors il y a peu d'avocats parce que c'est une matière qu'on enseigne peu. Quand vous êtes à l'université en études de droit, je crois que c'est une matière qu'on doit enseigner en première année. On vous apprend la tutelle des mineurs surtout. Et aussi loin que je me souvienne, les majeurs, ça doit faire un petit semestre et encore, en droit civil. Donc c'est vrai que ce n'est pas une matière qui est très enseignée, une matière qu'on étudie très vite dans nos années d'université, donc 6-7 ans plus tard, c'est très lointain et ça ne fait du tout plus partie du panel de ce qu'on peut apprendre. Donc il faut évidemment s'y intéresser.
Alors, ce qui m'a plu dans cette matière, c'est deux choses. C'est que, d'abord, il y a eu une réforme en 2007, entrée en vigueur en 2009, et c'est à l'époque où j'ai décidé de me réinstaller avocat. J'avais 40 ans, j'approchais de la quarantaine. Donc c'était un excellent moment parce que je me suis dit, je vais pouvoir appréhender une matière qui est complètement remise à plat, dont les principes sont modifiés, changés, et donc je n'ai pas besoin tellement d'avoir une expérience trop ancienne sur une matière qui devient nouvelle. Et j'imagine que cette formation vous conduit à vous dire que c'est bien une voie qui vous intéresse. Donc vous choisissez la matière avant de rencontrer le client. En fait, j'ai quand même eu une sorte de mentor aussi dans ce domaine-là, puisque j'avais une amie avec qui j'étais à la fac étant très jeune, qui, elle, s'est orientée rapidement vers cette profession de mandataire judiciaire à la protection de majeurs. Alors autrefois, avant cette réforme de 2009, c'était des gérants de tutelle, et elle est devenue mandataire judiciaire, et on s'est revus, grâce à l'Internet et aux réseaux sociaux, on s'est recontactés, on s'était un petit peu perdu de vue, et elle m'a expliqué aussi que dans son domaine, elle avait très peu d'avocats qui s'y intéressaient et elle avait énormément de contentieux et de dossiers. Et effectivement, c'est un domaine dans lequel on a le sentiment qu'il y a très peu d'acteurs judiciaires, en tous les cas d'avocats présents. C'est un domaine dans lequel on se dit, avec une population vieillissante, qu'il y a de plus en plus de besoins. Vous évoquiez la protection des mineurs, il y a la protection des majeurs. Donc vous vous engouffrez dans cette voie. Et est-ce qu'il y a eu une affaire qui vous a plus particulièrement marqué ou qui a été déterminante dans ce choix ? Alors, évidemment, quand on travaille dans ce domaine, on est témoin de beaucoup de situations, de toute la vie d'une personne, en fait, et une personne vulnérable. Donc, c'est vrai qu'on va toucher à tous les pans du droit, que ce soit du droit pénal, les abus de faiblesse, que ce soit du droit civil classique, avec des problèmes de bail, des problèmes immobiliers, droit de la famille. Mais également, vous êtes aux côtés de la personne protégée dans le déroulement de la procédure de mise sous protection. C'est à ce moment-là qu'on va être confronté à des véritables souffrances. Lorsqu'on vient chez vous, un médecin frappe à votre porte pour dire « Bonjour madame, j'ai été désigné par le procureur de la République parce que apparemment vous avez une altération de vos facultés et je vais vous examiner et qu'on va sûrement vous mettre sous mesure de protection », quand la personne reçoit un médecin comme ça chez elle, c'est d'une violence extrême. Soit parce qu'elle ne comprend pas, soit parce que c'est infondé. Qui déclenche ce type de procédure ? Alors, le juge des tutelles, il est saisi de deux manières. Soit il est saisi par les membres de la famille, les proches, donc ça c'est une saisine directe du juge des tutelles, soit il est saisi via le procureur de la République sur demande de tiers. Et c'est là le problème en fait, parce que tout tiers peut dénoncer une situation de vulnérabilité. Alors ça peut être une banque par exemple qui va découvrir que tout d'un coup une dame âgée va se mettre à dépenser des sommes folles alors qu'elle dépensait rien ou peu pendant sa semaine. Ça peut être un notaire qui va constater qu'une personne va signer un acte qu'elle ne peut pas signer parce qu'elle n'en a plus la capacité. Mais ça peut être aussi des dénonciations, j'allais dire, un petit peu abusives. Des membres de famille qui n'ont pas accès à la personne mais qui pensent qu'il y a des personnes qui spolient ou ont accès à une personne majeure. Ça peut être tout un tas de dénonciations. Il y a une obligation de signalement ? Alors, il y a une obligation, on va dire, morale de signalement. Les banques vous diront qu'elles ont un secret bancaire et que par définition, elles ne peuvent pas dénoncer une situation. Mais en même temps, elles voient un certain nombre de choses et moi je considère qu'elles seraient complices de ne pas dénoncer une situation abusive dont elles sont témoins. L'affaire qui vous a le plus marqué ? Alors l'affaire qui m'a le plus marqué, c'est une affaire très triste mais qui se finit bien. C'est une dame qui a sonné à mon cabinet un soir. Elle me demande de l'assister parce qu'elle fait l'objet d'un signalement et qu'elle va passer devant un juge des tutelles pour éventuellement une mise sous protection. Donc elle ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Je décide de prendre son dossier et on découvre qu'en fait, toute la procédure n'est pas conforme. C'est-à-dire qu'elle a été visitée par un médecin qui s'est contenté de dire qu'elle n'avait pas su répondre à des questions totalement incongrues. Bref, on redéroule tout le dossier, on refait toute l'instruction, je demande une nouvelle expertise médicale et on repasse devant le juge des tutelles en audition
pour justement discuter du dossier et voir si une mesure de protection est nécessaire. C'est une ancienne hôtesse de l'air. Le jour de l'audition, elle arrive totalement habillée en hôtesse de l'air. Inutile de vous dire qu'on avait vraiment une hôtesse d'Air France des années 60. Elle était magnifique. On arrive devant le juge des tutelles, on explique l'histoire. Le juge des tutelles prononce un non-lieu en disant « Madame, vous n'avez absolument pas besoin d'une mesure. Vous pouvez rentrer chez vous, tout va bien ». Et donc on descend du tribunal et elle me dit écoutez maître, si j'avais dû rentrer chez moi ce soir avec une mesure de protection, je mettais fin à mes jours. Donc ça, c'est quand même un moment extrêmement violent. On a l'impression quand même d'être un petit peu utile à ce moment-là. Après, ce n'est pas notre rôle à nous de prendre cette souffrance-là sur les épaules, mais ça a été quand même une façon de me dire que j'étais utile et que le rôle de l'avocat dans ces instructions doit être prépondérant. On a aujourd'hui 1% de majeurs protégés qui sont assistés d'un avocat. Alors votre parcours démontre que la carrière d'avocat n'est pas nécessairement linéaire. D'abord, on peut changer à certains moments, aller chercher l'inspiration en dehors de la profession, y revenir, vous le démontrez, et changer aussi radicalement de matière, puisque du numérique, vous êtes passé à ces mesures de protection juridique. Alors, vous pensiez avoir terminé avec mes questions, mais nous allons accueillir une élève avocate qui a également des questions à vous poser sur votre parcours. Nous accueillons Julia Marie Dulot, qui est élève avocate. Alors, vous avez comme particularité de vous intéresser au droit bancaire. On voit qu'il y a 2 masters en droit bancaire. Vous vous intéressez aussi au droit pénal, donc vous êtes plutôt sur les affaires financières. Comment je fais le lien avec la matière dont nous venons de parler, les mesures de protection juridique ? Madame Le Bâtonnier, cher maître, merci, très heureuse de pouvoir vous rencontrer. J'ai donc été consultante en service financier pendant 1 an et demi. J'étais très heureuse, mais la pratique du droit bancaire et financier s'éloignait du monde judiciaire et humain auquel j'aspire et qui est, je pense, le cœur du métier d'avocat. C'est pourquoi, après avoir également étudié le droit pénal et même participé à des permanences pénales au tribunal correctionnel, j'ai eu envie de me réorienter vers un droit beaucoup plus humain. Et le droit des majeurs protégés est un volet du droit de la famille qui nous touche de plus ou moins près à un moment de notre vie. Et c'est ça qui m'a particulièrement intéressée. Alors, une question pour notre invité, Thierry Rouziès. Vous avez parlé tout à l'heure de la loi de 2007 qui a lancé votre carrière dans cette branche du droit de la famille. Et il y a eu une réforme donc, par la loi du 23 mars 2019. Cette loi devait, il me semble, recentrer le majeur protégé au cœur des mesures qui le concernent. Ma question est, considérez-vous que ces mesures sont satisfaisantes ? En fait, la loi de 2007, comme les lois qui ont suivi, ont toujours eu à cœur de mettre le majeur protégé au centre du dispositif. Et il y a également une recherche qui est inhérente à ces lois, c'est l'autonomie de la personne. Les mesures de protection sont des mesures qui sont temporaires, et on considère qu'une personne peut à un moment de sa vie être placée sous mesure de protection parce qu'elle en a besoin. Si demain vous traversez la rue et que vous vous retrouvez hospitalisé et incapable de gérer vos affaires, vous aurez besoin d'une protection. On peut, à un moment de sa vie, donc rencontrer des accidents, on peut avoir une période de dépression, voilà, tout un tas de situations de la vie qui vont amener à vous protéger, mais qui, à un moment donné aussi, vont vous aider à en sortir. Et c'est cela, pour répondre à votre question sur l'autonomie, le législateur a toujours eu à cœur de cela. Mais la pratique, malheureusement, est différente. Dans beaucoup de cas, malheureusement, les mesures de protection ont vocation à durer assez longtemps. Elles sont souvent renouvelées. Les personnes âgées qui sont placées sous mesure de protection en raison d'une perte d'autonomie liée par exemple à une maladie Alzheimer, elles ne vont pas récupérer. Donc ce sont des personnes qui vont rester longtemps dans les mesures de protection. Donc il est vain de dire qu'à un moment donné, elles vont retrouver une autonomie. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que vous parliez de la loi de 2019, elle a voulu justement redonner un peu de, j'allais dire, de pouvoir aux familles, puisqu'il y a beaucoup de familles aujourd'hui qui ne se sentent pas capables de prendre en charge une mesure. C'est parfois du travail à plein temps. Donc quand on dit, parfois on dit que les familles ne veulent pas s'occuper de leurs aînés, par exemple,
Mais souvent, ça implique d'abandonner son travail, de modifier complètement sa vie. C'est pas forcément évident, c'est pas forcément facile, d'autant que ce sont des mesures, lorsqu'elles sont exercées par la famille, qui sont bénévoles. Donc vous n'êtes pas rémunéré. Alors on vous dit, c'est normal, c'est l'obligation familiale, il est normal d'aider son prochain. Oui, mais sauf que quand ça devient un travail à plein temps, on ne peut pas abandonner son activité professionnelle et en même temps gérer à plein temps une personne, son patrimoine, sa vie, ses rendez-vous médicaux, sans être rémunéré. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on a une majorité de protecteurs qui sont des mandataires professionnels, parce que c'est leur métier et qu'ils sont rémunérés. Alors, juste un mot là-dessus sur la rémunération. Il y a beaucoup de fantasmes sur la rémunération des mandataires. Il y a un décret qui fixe cette rémunération avec un barème, un plafond de rémunération. Madame Bettencourt, lorsqu'elle a été sous mesure de protection, la mesure était financée à hauteur de 500 € par mois. Donc voilà, on peut être milliardaire sans pour autant que la mesure de protection soit proportionnelle aux revenus. Ça, c'est très encadré, c'est important de le dire parce que souvent les familles sont un peu démunies et pensent que ça va coûter énormément d'argent et que du coup, la personne protégée n'aura pas les moyens de financer sa mesure. Alors merci pour ces précisions. Quels conseils vous donneriez aux jeunes et donc aux élèves avocats et élèves avocates qui vous écoutent pour rejoindre, s'intéresser à cette matière ? Alors, dans votre parcours, je me retrouve beaucoup quand vous dites le droit bancaire, finalement, c'est assez éloigné de la profession d'avocat telle que je l'imagine. C'est exactement le constat que j'ai fait quand j'ai décidé de quitter les sociétés d'Internet qui étaient totalement déshumanisées. On est quand même dans un domaine où l'humain, pour le coup, est remplacé par les robots et par tout un tas de choses, mais on n'est pas dans notre rôle de défense, etc. Si vous avez envie d'exercer votre métier d'avocat de façon artisanale, c'est-à-dire pas dans une grande structure avec la gestion de vos dossiers, de votre cabinet, voilà, de façon autonome, sans qu'il y ait pour autant une envie de structure. C'est tout à fait possible d'exercer ce métier-là et cette branche-là dans ces conditions-là. Parce que les dossiers sont assez courts en procédure. Lorsqu'on est devant le juge des tutelles, il y a une instruction, une audition, mais ça dépasse généralement pas plus d'1 an. Voire 2 ans, mais c'est des dossiers qui sont assez courts dans la durée. Et puis, les enjeux sont souvent plus humains que financiers. Vous savez, les majeurs protégés, la majorité des personnes ne sont pas du tout riches. Beaucoup sont handicapés, perçoivent des aides sociales. Donc on est dans des dossiers dont les enjeux financiers ne sont pas forcément très importants. Et là, vous êtes dans votre rôle d'avocat d'aider le plus vulnérable. Et pour moi, quand je rentre le soir chez moi, j'ai fait mon travail d'aider les plus vulnérables. Ça renvoie à des principes et des valeurs que j'incarne, que j'aime. Je suis en accord avec ce que je fais. Et un conseil ? Alors un conseil, quand on veut s'orienter vers une matière inconnue, il faut commencer par l'étudier. Ensuite, la pratiquer, bien entendu, pour voir si elle va nous plaire. Et il faut également se poser une question très pragmatique, si on a envie évidemment d'exercer notre métier d'avocat en tant que libéral, donc avoir son propre cabinet, est-ce que cette matière va me permettre de vivre, d'avoir une structure? Parce que c'est quand même très important aussi d'avoir à l'esprit que la pression qu'on peut avoir dans notre métier d'avocat, en ce qui me concerne, ne vient pas des dossiers. Elle vient de l'activité, d'assurer une pérennité, d'assurer un nombre d'affaires suffisant pour vivre, pour payer mon loyer, etc. Donc c'est ça qu'il faut aussi avoir en tête quand on est jeune avocat, de se dire attention, est-ce que je m'oriente vers une matière qui va me permettre d'avoir une structure suffisante et qui va me permettre aussi d'avoir une activité qui me plaît. Mais il y a beaucoup de jeunes confrères qui s'orientent vers des matières où il y a beaucoup de monde. Donc il faut aussi avoir en tête qu'il va falloir sortir un peu son épingle du jeu et faire en sorte que son activité permette de vivre, encore une fois, de façon libre. Je vous remercie Thierry Rouziès pour ce parcours inspirant pour les jeunes élèves avocats et je pense que notre jeune élève avocate confirmera son intérêt pour la matière. Totalement. Merci beaucoup, maître. Vous êtes bienvenue en tout cas. Merci à vous. Voilà, l'émission est terminée. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau parcours d'avocat.